Chapitre 2. La création de l'homme. L'étourderie d'Épiméthée. Après s'être partagé le monde avec ses deux frères, Jupiter se proposa d'organiser la vie animale sur la Terre en différenciant clairement les espèces et en donnant à chacune d'elles des caractéristiques particulières et des moyens de survie. Il demanda au plus compétent de ses collaborateurs, Prométhée, de s'en occuper. Mais Prométhée, qui préférait sans doute se consacrer à ses travaux de recherche fondamentale et à ses réflexions philosophiques et morales, se déchargea à son tour de cette tâche sur son frère, Épiméthée. Épiméthée, dont le nom signifie « celui qui réfléchit trop tard », était aussi étourdi et désordonné que Prométhée était réfléchi et méthodique. Sans aucun plan d'ensemble, il se mit donc à distribuer, au gré de ses impulsions et de sa fantaisie, les organes anatomiques et les facultés vitales dont il disposait. Il donna aux poissons des écailles, des nageoires et des ouïes pour leur permettre de vivre sous l'eau, aux oiseaux des ailes et des plumes pour leur permettre de voler. Il donna le courage aux lions, la ruse aux renards, la prudence aux serpents, la sobriété aux dromadaires, la vitesse aux zèbres, aux gazelles et aux lièvres. Il donna un cuir solide aux rhinocéros et aux crocodiles, une fourrure épaisse aux ours, une vue perçante aux lynx et le don du camouflage aux caméléons. Lorsqu'il eut épuisé son stock d'organes et de facultés, il s'aperçut qu'il restait encore une espèce à laquelle il n'avait rien donné. C'était celle des hommes. Comment les malheureux pourraient-ils, sans nageoires et sans ailes, sans crocs et sans griffes, sans cuir et sans fourrure, se protéger contre les agressions de la nature et se procurer leur subsistance? Penaud, Épiméthée fit part à son frère de son oubli. Prométhée, pris de pitié et d'affection pour la misérable espèce humaine, résolut de la protéger. Il alla dérober une parcelle du feu divin en allumant une torche au soleil, et en fit cadeau aux hommes, leur donnant ainsi le moyen de se protéger du froid, de faire cuire des aliments, de se forger des armes, des outils, et plus tard des machines. Dans un mouvement de générosité, il fit plus encore. Il rassembla tous les maux susceptibles d'accabler les hommes, la maladie, le chagrin, la haine, l'envie, la colère, la jalousie, le mensonge, et les enferma dans une boîte, qu'il remit à Épiméthée en lui recommandant de ne jamais l'ouvrir. Enfin, pour plus de sûreté, il enseigna aux hommes à se concilier par des sacrifices les bonnes grâces des dieux. À cette occasion, il joua à Jupiter un tour que celui-ci ne devait pas lui pardonner. Ayant réuni les premiers hommes pour leur apprendre à faire une offrande aux dieux, il leur donna pour instruction de tuer un bœuf bien gras et de partager ses dépouilles en 2 lots. Le premier serait composé des parties les moins comestibles de l'animal, telles que les os, les cornes, le cœur ou l'estomac, et le second des meilleurs morceaux. Il fit ensuite emballer le premier lot d'une manière appétissante, en le couvrant d'une couche de graisse blanche et parfumée, alors que le second lot était enveloppé grossièrement dans la peau sanguinolente du bœuf. Invité à faire son choix entre les 2 lots, Jupiter, se comportant à cette occasion comme une ménagère dans un supermarché, se laissa influencer par l'emballage et choisit le mauvais lot parce qu'il était bien présenté. En ouvrant le paquet, il s'aperçut, mais trop tard, de son erreur. S'appuyant sur ce précédent, les hommes de l'Antiquité purent désormais, en toute tranquillité d'esprit, offrir aux dieux en sacrifice les morceaux dont ils ne voulaient pas pour eux-mêmes. Mais Jupiter, humilié, avait juré de se venger, sur Prométhée d'abord, et sur les hommes ensuite. Oublieux des services éminents que Prométhée lui avait rendus au cours de la guerre contre les Titans et de la révolte des géants, Jupiter s'empara de lui et l'enchaîna au sommet du mont Caucase. Là, 2 fois par jour, un aigle allait dévorer un morceau du foie de Prométhée. Après quelques jours de ce supplice, Jupiter rendit visite à Prométhée. « Ta souffrance, lui dit-il, peut se prolonger
éternellement, puisque tu es immortel. Je suis prêt, cependant, à te faire grâce, si tu me dis où tu as caché les maux et les souffrances de l'humanité, que je voudrais bien répandre sur elles. Jamais, répondit Prométhée, donnant ainsi aux hommes le premier exemple de révolte contre l'injustice et de résistance à la tyrannie. Malgré diverses intercessions en faveur de Prométhée, Jupiter, pour une fois, se montra inflexible. À son épouse, Junon, qui lui reprochait son attitude, il répondit même, joignant ainsi l'ironie à la cruauté, « Plutôt que de t'apitoyer sur le sort de Prométhée, tu ferais mieux de plaindre mon malheureux aigle, condamné à manger du foie à tous ses repas. » Pandore. N'ayant pu arracher à Prométhée le secret de l'endroit où se trouvaient enfermés les maux de l'humanité, Jupiter décida d'inventer un fléau nouveau, capable à lui seul de les remplacer tous. Cet instrument de la vengeance divine, ce fut la femme. Il faut vous dire en effet, et si je ne l'avais pas fait jusqu'ici, c'était pour vous ménager une surprise, que la race humaine ne se composait initialement que d'individus mâles. Cette heureuse période fut désignée par les anciens sous le nom d'âge d'or. Elle prit fin le jour où Jupiter, aidé de ses frères et sœurs, ainsi que de quelques divinités nouvelles, dont nous parlerons plus tard, fabriqua le prototype de la femme. Il le dota de multiples attraits physiques et d'un petit défaut moral qui, il l'espérait bien, servirait de détonateur à d'immenses catastrophes. Ce petit défaut, c'était la curiosité. Satisfait de son œuvre, Jupiter appela la première femme Pandore, ce qui signifie « celle qui a tous les dons », et l'envoya sur terre. La première personne qu'elle y rencontra fut Épiméthée, l'étourdi, qui, depuis la condamnation de son frère Prométhée, vivait parmi les hommes. Épiméthée fut ébloui par la beauté de Pandore et par son air doux, chaste et candide. Il l'invita à partager sa demeure et son lit. Le lendemain, appelé hors de chez lui par quelque affaire urgente, il laissa Pandore seule dans la maison, qu'elle se mit aussitôt à fouiller de fond en comble. Elle ne tarda pas à tomber sur la grosse boîte que Prométhée avait confiée à son frère et dans laquelle étaient enfermés les maux de l'humanité. Les mots inscrits sur la boîte, à n'ouvrir sous aucun prétexte, éveillèrent sa curiosité. Épiméthée n'en saura rien, pensa-t-elle, et elle souleva le couvercle. Comme un ouragan, la haine et l'envie, le crime et le remords, la jalousie et l'angoisse, tous les péchés capitaux et toutes les maladies du corps et de l'âme s'échappèrent de la boîte et se répandirent sur la terre. Lorsqu'Épiméthée revint, il ne put que constater, avec consternation, que la boîte était ouverte et vide. Pourtant non, elle n'était pas complètement vide. Tout au fond, dans un coin, il aperçut une autre boîte, beaucoup plus petite. Elle était enveloppée dans un papier sur lequel Épiméthée put lire « à ouvrir en cas d'accident ». Dans cette petite boîte, prévoyant le pire, Prométhée avait placé le seul antidote possible à tous les poisons de l'existence humaine, le remède universel à tous les maux, le baume capable d'atténuer toutes les souffrances. D'une main tremblante, Épiméthée ouvrit la petite boîte. Il en vit sortir l'espérance. Chapitre 3. Les amours de Jupiter. En créant la femme, Jupiter avait pour but de troubler le bonheur des hommes, mais il avait sans doute aussi l'arrière-pensée de procurer des débouchés plus larges à ses propres ardeurs amoureuses que les déesses de l'Olympe ne suffisaient déjà plus à satisfaire. De fait, dans la liste des aventures galantes de Jupiter, on trouve au moins autant de femmes que de déesses. Junon. Junon fut la première compagne et la seule épouse légitime de Jupiter, dont elle était aussi la sœur. Elle lui donna 3 enfants, qui furent des divinités de première grandeur et dont je parlerai bientôt. Par sa naissance et son mariage, elle était la première des déesses. Elle était aussi la plus antipathique d'entre elles. Grande et belle,
mais d'une beauté froide, pareille à celle d'une statue de marbre. Elle était vaniteuse, susceptible et acariâtre. Elle se croyait supérieure à tout le monde, disait du mal de toutes les déesses et de toutes les femmes, ne cessait de faire des reproches à son mari et lui cachait ses bouteilles de nectar lorsqu'elle trouvait qu'il buvait trop. Surtout, lorsque, à tort ou à raison, elle soupçonnait une femme ou une déesse d'avoir une liaison avec Jupiter, elle la poursuivait d'une haine implacable jusqu'à ce qu'elle en eût tiré vengeance. Or, il faut bien le dire, les occasions d'être jalouse ne lui manquèrent pas. Léda. Un jour, Jupiter se mit en tête de faire la conquête d'une jeune reine, nommée Léda, femme du roi de Sparte, Tynrade. Il ne savait comment s'approcher d'elle sans l'effaroucher, car elle était d'un naturel timide. Ayant observé qu'elle aimait se promener au bord d'un lac où nageaient de beaux cygnes, et qu'elle paraissait avoir pour ces volatiles une prédilection particulière, Jupiter se changea lui-même en cygne, et ordonna à son aigle de faire semblant de le pourchasser dans les airs, au-dessus du lac que longeait Léda. Émue par les cris déchirants du faux cygne, Léda lui offrit la protection de ses bras. Dès qu'il fut dans la place, Jupiter reprit sa forme humaine, ou plutôt divine, et profita sans vergogne de la situation. Mise au courant de cette aventure par quelques mauvaises langues, Junon, qui n'osait pas s'en prendre à son mari, dont elle craignait les foudres, se vengea sur l'infortunée Léda en mettant dans son ventre, par une opération surnaturelle, 2 œufs si gros que lorsque Léda les mit au monde, elle en mourut. De l'un de ces œufs sortirent 2 sœurs jumelles, Hélène et Clytemnestre, et de l'autre 2 frères jumeaux, Castor et Pollux. Par une bizarrerie génétique dont il ne faut pas me demander l'explication, 3 de ces 4 enfants étaient mortels et un seul, Pollux, immortel. Nous aurons plus d'une occasion de reparler d'eux. Écho. Il arrivait aussi que Junon vit ses vengeances se retourner contre elle. Un jour, elle apprit qu'une jeune nymphe nommée Écho avait eu avec Jupiter une aventure amoureuse. Pour la punir, faute de pouvoir la tuer, car Écho était immortelle, elle décida de la priver presque complètement de l'usage de la parole, en ne lui permettant, pour tout discours, que de répéter la dernière syllabe des phrases qui lui étaient adressées. C'est ainsi que si quelqu'un disait à Écho « M'entends-tu » Écho ne pouvait que répondre « Tu », ou encore « Écho, es-tu là » Là, là, là. Cette perverse invention ne tarda pas à retomber sur le nez de son auteur. À quelque temps de là, un jour qu'elle cherchait partout Jupiter, le soupçonnant de courir encore le jupon, Junon rencontre Écho. Elle lui demande « Sais-tu où est Jupiter ?»« Terre, terre, terre » ne peut que répondre Écho. « Je me doute bien qu'il est sur terre, » reprend Junon, « mais je veux savoir avec qui se trouve cet époux infâme. »« Femme, 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 » répond Écho. « Bien sûr qu'il est avec une femme, » s'irrite Junon, « mais je veux que tu me dises son nom. »« Non, 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 » répond Écho. « Quoi ? Je suis trompée, bafouée, et toi, tu te réjouis ? » Oui, oui, oui. Argus. Pour mieux surveiller son mari volage, Junon eut alors l'idée d'avoir recours au service d'un espion, nommé Argus. Il était particulièrement efficace, car il possédait 100 yeux. Même lorsqu'il dormait, il en gardait toujours 50 ouverts. Aucun mouvement de Jupiter n'échappait donc à Argus, qui en avertissait aussitôt Junon. Pour se débarrasser de cette surveillance importune, Jupiter eut l'idée de demander à Argus de lui éplucher des oignons pour faire une omelette. Comme chacun sait, rien ne fait autant pleurer que d'éplucher des oignons. Les 100 yeux de l'espion se mirent à déverser un véritable torrent de larmes dans lequel le pauvre Argus se noya. Désespérée par sa perte, Junon transforma le corps d'Argus en un paon, sur la queue duquel elle plaça les 100 yeux du défunt. La prochaine fois que vous verrez un paon faire la roue, vous constaterez que les yeux d'Argus y sont toujours. Depuis ce jour, les paons devinrent les animaux favoris de Junon, qui prit l'habitude de se déplacer dans un char,
traîné par 4 d'entre eux. Quant à Jupiter, il put se livrer plus facilement à ses escapades. 2 d'entre elles méritent encore d'être citées, car les enfants qui en furent les fruits devaient jouer dans l'histoire de l'humanité un rôle éminent. Sémélé et Bacchus. Pour séduire les mortels, Jupiter n'hésitait pas à revêtir les formes les plus diverses, se métamorphosant parfois en cygne, parfois en taureau, parfois même en pluie. Dans le cas de Sémélé, une jeune princesse thébaine, il se contenta d'abord de prendre une forme humaine. Cependant, comme Sémélé lui résistait, il finit par lui révéler sa véritable identité. Sémélé céda alors à ses avances, mais poussée par l'irrésistible curiosité des filles de Pandore, elle brûlait de savoir de quoi avait vraiment l'air le maître de l'Olympe. « Promets-moi de me faire un petit plaisir, » dit-elle une nuit à Jupiter. Imprudemment, Jupiter promit. « Montre-toi à moi, dans toute la splendeur de ton apparence divine, » lui demanda-t-elle alors. Jupiter savait qu'aucun mortel ne pouvait supporter une pareille vision, mais il avait pour principe de toujours tenir ses promesses. « Tu l'auras voulu, » dit-il tristement, et il reprit sa forme divine. Aussitôt, Sémélé s'embrasa comme une torche. Elle n'eut que le temps, avant d'expirer, de crier à Jupiter « Sauve ton enfant que je porte en moi !» Jupiter retira prestement du ventre de Sémélé le fœtus de quelques semaines qui s'y trouvait, et ne sachant qu'en faire, l'introduisit dans sa propre cuisse. Quelques mois plus tard, au terme d'une gestation sans histoire, Bacchus sortait de la cuisse de Jupiter. Parce qu'il était le fils d'une mortelle, Bacchus n'aurait dû être normalement qu'un demi-dieu, ou même un simple héros. Mais parce qu'il l'avait lui-même porté et enfanté, Jupiter décida d'en faire un dieu à part entière. Lorsqu'il fut grand, Bacchus, qui du fait sans doute de son ascendance maternelle éprouvait une tendresse particulière pour l'espèce humaine, voulut lui rendre un service éminent. Avant lui, Prométhée avait donné aux hommes l'espérance, qui permit de mieux supporter les douleurs physiques et morales. Ce n'était déjà pas si mal, surtout si, comme l'affirment certains philosophes pessimistes, la réduction de la souffrance est le projet le plus ambitieux que puissent, avec quelque réalisme, s'assigner les hommes. Mais Bacchus n'avait lu ni Schopenhauer ni Freud, et il voulait faire mieux que Prométhée, en offrant aux hommes une source inépuisable de plaisir, de gaieté et de fête. Il leur fit don du vin. Il consacra plusieurs années de sa vie à propager sur toute la terre la culture de la vigne et le culte du vin. Il allait de pays en pays, à la tête d'un groupe de faunes, de dryades et de bacchantes. 2 compagnons, tous 2 immortels, ne le quittaient pas. Le premier, Silène, était un vieillard bedonnant, rubicond et aviné. Il fallait 2 assistants pour le soutenir sur son âne. Le second, Pan, était comme les faunes, velu et cornu, avec des pieds de chèvre. Il ne cessait de poursuivre les nymphes, mais sa laideur extrême les faisait s'enfuir devant lui, saisis de peur panique. Il se consolait en buvant du vin et en jouant d'une flûte à 5 tubes qu'il avait inventée. Du haut de l'Olympe, Jupiter regardait souvent avec indulgence et amusement le joyeux cortège conduit par Bacchus, et se sentait alors enclin à partager la tendresse de son fils pour les hommes. Alcmène et Hercule. Mais l'essentiel de sa tendresse, il le réservait aux femmes. Au cours de ses fréquentes visites à Sémélé, dans la ville de Thèbes où elle habitait, il avait remarqué une fort jolie femme, appelée Alcmène. Et la malheureuse Sémélé était à peine morte que Jupiter disposait déjà ses batteries pour faire la conquête d'Alcmène. Celle-ci était la femme d'un général thébain, nommé Amphitryon, que son métier obligeait souvent à quitter son domicile. Il le faisait sans inquiétude, car il savait sa femme d'une fidélité exemplaire. Jupiter le savait aussi. C'est pourquoi, profitant d'une absence d'Amphitryon, c'est sous les propres traits de celui-ci que Jupiter se présenta à elle. Elle fut un peu surprise de voir celui qu'elle prenait ou qu'elle affectait de prendre pour son mari rentrer plus tôt que prévu, et elle lui fit un accueil d'une particulière tendresse. Quelques mois plus tard, elle accouchait de 2 garçons.
L'un d'eux était le fils du vrai Amphitryon, et fut prénommé Iphiclès. L'autre était le fils de Jupiter, et allait bientôt remplir le monde du bruit de ses exploits. On l'appela Hercule.